Alors on en arrive à une troisième question bête, puisque De Gaulle avait compris le stratagème américain. Pourquoi n'a-t-il pas fait sortir la France de la construction européenne et pourquoi a-t-il même parfois donné l'impression de la soutenir ? Eh bien pour une raison que je vous ai déjà expliquée, il n'en avait pas les moyens politiques. Il avait besoin du soutien du MRP, qui était le parti de Robert Schuman, et il ne pouvait pas sortir de l'Union européenne, il ne pouvait pas le dénoncer. Donc, il va élaborer une contre-stratégie que j'appelle la contre-stratégie gaullienne et ses échecs. En 1957, lorsque fut signé le traité de Rome, l'Europe des six, c'était ça, plus l'Empire français colonial. Et puis, en 1962, après que De Gaulle a donné leur indépendance à tous les pays d'Afrique, l'Europe des six, c'est ça. La France, ici, mais même encore là, la France reste encore un pays qui est plus puissant que les autres pays de l'Europe des six. L'Allemagne est coupée en deux, elle sort de la Seconde Guerre mondiale, c'est une pestiférée internationale. Et l'Italie est également pestiférée à cause du régime moussolinien, et en plus c'est un pays dont tout le Sud est extrêmement pauvre. Donc De Gaulle a compris que la construction européenne est une manœuvre de vassalisation, mais il a compris aussi qu'il ne peut pas en sortir. Il va donc avoir une réflexion de stratège. Il va, comme tout bon stratège, examiner quels sont ses points forts, quels sont ses atouts. Or, quels sont les atouts de la France ? La superficie. Dans l'Europe des six, la France est le plus grand pays, de très loin. 2 fois plus grande à l'époque que la République fédérale d'Allemagne de l'Ouest, puisque c'est seulement l'Allemagne de l'Ouest. Sa position géographique, la France, est au centre, au barycentre géographique de l'Europe des six. Son agriculture, c'est la plus puissante agriculture de l'Europe des six. Son prestige intellectuel, en 1960-62, c'est l'époque de Camus, qui meurt dans un accident de voiture. C'est l'époque de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, c'est Saint-Germain-des-Prés. Il va y avoir quelques années après, ça va être le cinéma français, Jean-Luc Godard, Catherine Deneuve, Alain Delon. Tout ça fait le tour du monde. La France, c'est également le pays, parmi l'Europe des six, le seul dont la langue soit parlée sur tous les continents. On ne parle pas le néerlandais sur tous les continents, ni l'allemand, ni l'italien. La France se trouve en plus dans le camp des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La France est le seul de l'Europe des six qui dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ce qui lui donne un droit de veto, ce qui l'a fait accéder au statut de 5 grandes puissances du monde, États-Unis, Union soviétique, Chine, Angleterre et France. Et enfin, la France a l'armement nucléaire. La première bombe A explose à Reagan dans le désert du Sahara, et De Gaulle, pendant toutes les années 60, va avoir l'obsession à laquelle il va parvenir en 1966 dans l'atoll de Fangatofa de faire exploser la première bombe H, la première bombe thermonucléaire, ce qui fait accéder la France au rang de super grand nucléaire. Ce que ne peuvent avoir aucun des autres États de l'Europe des six. Donc au début de sa présidence en 62-63, lorsque De Gaulle a compris que la construction européenne est une manœuvre de vassalisation américaine et qu'il a compris qu'il ne peut pas en sortir, il se dit « mais ma foi, si j'examine tous ces atouts, il y a peut-être un coup à jouer. » Le coup à jouer, c'est de constater que la France est de très loin la plus grande puissance de l'Europe des six. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle est dirigée par De Gaulle soi-même, qui est une espèce de mythe vivant. Un des très grands leaders de la Seconde Guerre mondiale, qui va bientôt d'ailleurs être le seul, puisque Roosevelt, comme vous le savez, est mort en 1945, Staline en 1953, et Churchill va mourir en 1964. Donc De Gaulle sera le dernier prestigieux chef vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Donc à ce moment-là, il va essayer de subvertir la stratégie américaine en tentant de transformer la construction européenne en une mécanique servant les intérêts français. Tout le génie de sa pensée est là. Il a rêvé de transformer l'Europe, qui était une Europe américaine, en une Europe indépendante, s'enfonçant comme un coin entre les deux blocs. C'était lui qui le disait. Il voulait une Europe européenne qui aurait été évidemment sous influence française,
compte tenu de tous nos avantages comparatifs. C'était ça qu'il voulait. Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait pas dire « je veux une Europe française ». Mais il savait qu'il y avait une Europe soviétique, qui était les pays de l'Est. Il savait que les Américains voulaient une Europe américaine. Et lui se proposait de cantonner l'Europe américaine au Royaume-Uni. Et qu'entre les deux, il y aurait une Europe qui serait une Europe française. De Gaulle rêvait de reconstituer l'Europe du grand siècle, de Louis XIV, à l'époque où toutes les cours d'Europe parlaient le français. D'ailleurs, on a beaucoup brocardé de Gaulle à l'époque pour se comparer à Louis XIV. Vous savez qu'avec Malraux, il a donné beaucoup d'argent pour refaire vivre le château de Versailles, puisque la obsession de Gaulle était de donner aux Français fierté dans leur propre pays. Donc, il a essayé de subvertir cette construction européenne pour en faire une Europe française. Mais pour que cette contre-stratégie gaulienne ait des chances de réussir, c'était un peu comme en aïkido, vous savez, dans les arts martiaux, utiliser la force de l'adversaire contre lui. Les Américains voulaient nous forcer à devenir une colonie américaine par une construction européenne. Lui se proposait de transformer cette construction européenne en une machine qui servirait à éjecter les États-Unis et à placer l'ensemble sous la puissance française. Mais il avait compris qu'il y avait deux choses absolument décisives pour que ça marche. Premièrement, empêcher à tout prix les Britanniques d'entrer dans cette construction européenne. Sinon, c'en serait fini de son rêve d'une Europe indépendante des États-Unis sous influence française. Il le savait, il avait vu, il le dit à perfide. Churchill piquait des lèches incroyables à Roosevelt. Il a compris que le Royaume-Uni est devenu le cheval de Troie des États-Unis. C'est pour ça qu'il s'est battu bec et ongle pour que jamais le Royaume-Uni ne puisse entrer dans le marché commun. C'était le premier impératif pour que ça marche. Et le deuxième impératif, alors ça, il suffisait de le décider. Il avait mis son veto à l'entrée du Royaume-Uni, donc tant qu'il était à l'Élysée, ça ne pouvait pas, cette première condition marchait. La deuxième condition, malheureusement, ne dépendait pas que de lui. La deuxième condition, c'est qu'il voulait parvenir à ce que les géopoliticiens appellent un découplage stratégique entre l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que plutôt que l'Allemagne soit alliée aux États-Unis, que l'Allemagne accepte de devenir le numéro 2 en Europe derrière la puissance française, comme ça avait été le cas au XVIIe et XVIIIe siècle, mais à l'époque c'était l'Allemagne pré-bismarckienne, il y avait des Allemagnes. Donc voilà quelles ont été les deux pensées stratégiques de De Gaulle.